Voilà, on va passer maintenant à la partie invitée de ce programme du soir sur New World TV. Nous parlons de l'entrepreneuriat dans le contexte du Covid-19, les opportunités en temps de pandémie. Nous abordons le sujet avec notre invité, chef d'entreprise. Il dirige Tanko Timati, Ismaël Tanko. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. C'est moi qui vous remercie. Alors, on sait que la pandémie du coronavirus a mis en berne toutes les économies. L'économie nationale n'est pas exempte. Est-ce que ce sont, disons, toutes les activités, tous les types d'activités qui sont paralysés par le coronavirus? Merci beaucoup. Disons que ce n'est pas toutes les activités qui sont paralysées par le coronavirus. La plupart des activités sont paralysées par le coronavirus, mais il y en a qui ne sont pas paralysées. Les plus paralysés, c'est le secteur du tourisme, le secteur du loisir, le secteur de la restauration. Et celles qui ont, au contraire, connu un regain de santé, c'est justement tout ce qui est équipement de protection individuelle. Mais elles ne sont pas nombreuses quand même, ces activités-là. Mais quand on entend, par exemple, le commun des mortels parler depuis plusieurs mois, on a comme l'impression que le coronavirus a mis finalement toutes les activités dans tous les secteurs en berne. Hein. Tout le monde vous dit, plus rien ne marche. Depuis l'avènement de cette pandémie, on est en difficulté, on a des problèmes. Bon, je dirais que c'est un sentiment qui est légitime. Je dirais quoi, peut-être 95% ou 98% des activités ont souffert de la pandémie. Ça, c'est clair. Comme je l'ai dit, les seuls secteurs qui ont, je dirais, bénéficié un temps soit peu de la pandémie, c'est tout ce qui est équipement de protection individuelle. Maintenant, c'est vrai que le secteur agroalimentaire ne souffre pas autant que les autres secteurs. Là, c'est mitigé, mais on n'a pas beaucoup de secteurs qui ne souffrent pas. La plupart des secteurs souffrent. 95-98% des secteurs souffrent. C'est les besoins qui sont vitaux pour les hommes, pour les populations, qui souffrent moins, mais ils souffrent aussi. Aujourd'hui, parce que les gens ont perdu leur pouvoir d'achat, les gens font plus d'économies qu'avant. Même s'il faut manger, les gens font attention à ce qu'ils dépensent et tout ça. Est-ce qu'il est bienséant dans un contexte pandémique où on sait que pas grand-chose ne marche, de parler d'opportunités? Bon, je pense que ça ne pose pas de problème de parler d'opportunités dans un contexte de pandémie où rien ne marche. Même quand on va vous dire il y a guerre, vous allez voir qu'il y a des gens qui quand même s'enrichissent dans la guerre, qui s'enrichissent du fait de la guerre. Donc, dans toute crise, il y a une opportunité. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est opportunité, c'est opportunité. Donc, bon, voilà. Alors, mais dans ce contexte-ci, précisément, s'il y a des opportunités à saisir, quelles sont ces opportunités-là, finalement? Bon, aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu des opportunités en début de crise. Donc, en début Covid, nous avions vraiment les équipements, le secteur des équipements de protection individuelle qui a connu un boom. Les masques, beaucoup de gens se sont enrichis dans cette histoire de masques. Bien entendu, parce qu'il y a certains qui ont fait aussi de la surenchère, il y a certains qui ont fait de la spéculation et tout ça. Mais toujours est-il que énormément de gens se sont enrichis dans la question des masques. Ensuite, on a eu la question des gels. Des gens se sont fait de l'argent aussi sur la question des gels. On a eu la question des solutions hydroalcooliques. Des gens ont commencé à produire les solutions hydroalcooliques sur place. Ensuite, on a eu la question des dispositifs de lavage de mains. Donc, des gens ont commencé à produire les dispositifs de lavage de mains sur place. Donc, ça, c'était, à mon sens, selon ma perception des choses, les principaux secteurs qui ont connu un boom au départ de la crise. Maintenant, à un certain moment, l'État a pris un certain nombre de mesures pour normaliser un certain nombre de prix. Quand je pars sur la base des masques de protection, moi, étant donné que nous, on est dans l'agroalimentaire, Tanko Timati, nous utilisions auparavant tout ce qui est masques et gants. Parce que quand on rentre en salle de production, il faut avoir les bonnets, il faut avoir les masques, il faut avoir les gants. Nous achetions les gants à 2300 francs le paquet.
mais au plus fort de la crise, les gants ont été vendus même jusqu'à 14 000 francs le paquet. Ouais. Donc, à un certain moment, l'État a pris un certain nombre de mesures pour normaliser ces prix-là. Donc, les gens ont gagné dans la surenchère. Quand les prix se sont normalisés, ça fait que les gens ont dû sortir de ce secteur. Et après, ils sont rentrés sur les dispositifs de lavage de mains. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a une certaine stabilisation aussi de ce secteur-là parce que la plupart des institutions, des structures qui avaient besoin de dispositifs de lavage de mains se sont déjà dotées de ces dispositifs de lavage de mains. Donc, il peut continuer à avoir de la demande, mais ça ne va pas être une demande qui est si forte que ça. Voilà. Donc, en fait, on peut dire qu'on sent une courbe, en fait, qui monte, et puis ensuite qui est redescendue. Donc, sur une période de 3, 4, 5 mois. Pour ces secteurs d'activité. Maintenant, au-delà de ça, ce qui continuerait, à mon sens, de marcher, comme je le dis, c'est le secteur alimentaire. Vous vendez du riz, vous allez continuer à vendre votre riz. Vous vendez du spaghetti, vous allez continuer à vendre votre spaghetti parce que les gens continuent d'acheter. Les vendeuses d'Aïmolou continuent de faire leur Aïmolou, les vendeuses de com continuent de faire leur com. Donc, le secteur alimentaire, je dirais aliments crus principalement, même s'il a souffert, même s'il souffre, ne souffre pas autant que les autres secteurs d'activité. Donc voilà un peu ce que je peux, à mon sens, citer aujourd'hui comme secteurs principaux qui ont connu la crise, qui n'ont pas connu la crise, ceux qui constituent des opportunités encore à ce jour. Alors donc on le voit, des secteurs directement, dont l'activité est directement liée à la gestion de la pandémie, et puis le secteur agroalimentaire. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas directement concerné par ces deux secteurs dont on a parlé ont eu un fort impact de la crise sanitaire. Oui, je pense que tout ce qui n'est pas directement concerné par ces deux secteurs-là ont eu un fort impact. Aujourd'hui, je suis persuadé que quand vous voyez les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes qui continuent à s'acheter des chaussures, qui continuent à s'acheter des perruques de prix, des pagnes, etc. Pas vraiment. Peut-être que l'industrie du luxe aussi ne connaîtrait pas la crise autant que certains secteurs. Parce que quoi qu'on dise, bon, il y a une catégorie de personnes qui quand même ont quand même les moyens. Ce n'est pas la crise qui va venir, même si la crise est là, ce n'est pas la crise qui forcément va venir les frapper au point où ils ne puissent plus acheter ce qu'ils ont l'habitude d'acheter. Donc, à mon sens, le luxe connaîtra la crise ou a connu la crise, mais pas autant que le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, par exemple. Donc, voilà un peu. Donc, finalement, c'est hôtellerie, tourisme, peut-être transport, hôtellerie, tourisme, loisirs, transport aérien. Qui sont vraiment les plus impactés. Voilà, c'est les plus impactés, ça. Alors, maintenant, pour toutes ces personnes dont l'activité est véritablement impactée, il y a aujourd'hui cette nécessaire reconversion qu'il faut envisager. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que personne physique même qui exerce une activité qui est impactée, il faut forcément envisager une reconversion. Et en principe, il y a un proverbe en tout cas qui dit il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En fait, ça doit être la maxime de toute personne. Aujourd'hui, la diversification n'est plus une option, en fait. Elle est une nécessité, elle est une obligation. Si vous êtes dans le secteur de l'hôtellerie, vous savez très bien que ça ne marche plus. Il faut trouver des connexions, il faut trouver des secteurs connexes qui sont peut-être dans le même secteur d'activité ou carrément changer de secteur d'activité, se retourner vers quelque chose qui marche, qui continue de marcher. Sinon, vous allez fermer la porte, vous allez fermer votre entreprise. Oui, justement, comment on opère, hein? Comment pour ces gens, par exemple, quelqu'un qui opérait, je ne sais pas moi, dans le transport ou bien dans l'hôtellerie, dont l'activité est complètement à terre aujourd'hui, comment il arrivera à détecter ces nouvelles opportunités pour se lancer? Je pense que détecter ces nouvelles opportunités, c'est aussi simple que créer une nouvelle entreprise, en fait. C'est de regarder de quoi les gens ont besoin et dont ils ne peuvent pas se passer. Quels sont les problèmes que les gens ont, de quoi les gens se plaignent au quotidien. Et donc, les réponses à ce genre de questions vous amènent à trouver des possibilités de création d'entreprise, des possibilités de démarrage d'activités génératrices de revenus. Maintenant, bien entendu, quand vous détectez un besoin, vous devez encore derrière faire des analyses pour vous assurer que, effectivement, je détecte un besoin, mais ce besoin-là que je détecte,
j'ai suffisamment de personnes, c'est-à-dire le marché, qui ont suffisamment les moyens et qui peuvent s'offrir des quantités suffisantes qui peuvent me permettre de gagner de l'argent. Donc, le truc n'est pas que de trouver des opportunités, mais derrière, quand on trouve les opportunités, il faut faire des études, les études de marché, etc. Et la question principale, est-ce que j'ai suffisamment de personnes qui ont suffisamment de moyens pour acheter une quantité suffisante qui me permet à moi, entrepreneur, chef d'entreprise, opérateur économique, de gagner de l'argent? Et si la réponse est oui, là, je me lance. Mais si la réponse est non, attention, il ne faut pas se lancer. Mais comment il a, cette personne, par exemple, qui a besoin de se reconvertir, qui arrive aujourd'hui à déterminer que bon, d'accord, dans tel secteur, il y a du potentiel, je peux me lancer, mais dont la pandémie a impacté le pouvoir économique, qui n'a plus de moyens justement pour investir. C'est la grande difficulté aujourd'hui. C'est la grande difficulté, effectivement, parce que justement, comme vous le dites, la pandémie a impacté. Peut-être qu'il avait une entreprise déjà. Son fonds de roulement est complètement épuisé, tout simplement parce que, voilà, il a payé les salaires, il a continué de payer les loyers sans recettes. Mais derrière, il faut regarder, par exemple, les possibilités d'association. Aujourd'hui, les banques vont être très regardantes avant de vous donner un crédit. Il y a certaines institutions qui vous diront qu'elles ne financent pas le démarrage d'activité. Donc, ça veut dire que même si vous voulez démarrer quelque chose aujourd'hui, il faut trouver de manière innovante des alternatives pour financer ce que vous voulez démarrer. Et en fonction du domaine dans lequel vous êtes, vous avez un certain nombre d'alternatives possibles. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'association qui est possible. Vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous avez 100 000 francs, mettez-vous avec 2-3 personnes qui ont aussi 100 000 francs. C'est des exemples. À part ce genre d'association, vous pouvez aussi avoir recours à des relations. Si vous avez des relations dans un secteur où vous voulez vous lancer, regardez pour voir si vous ne pouvez pas négocier des crédits fournisseurs, par exemple. Les services. Les services, c'est des secteurs qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent pour commencer, mais qui nécessitent beaucoup plus de l'expertise. Donc, il faut regarder aussi du côté des services parce que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour démarrer. Vous avez peut-être besoin juste d'un bureau. Parfois, vous n'avez même pas besoin d'un bureau pour faire de la prestation de service. Voilà, donc c'est un peu de cette manière-là qu'il faut regarder les choses, mais il ne faut surtout pas rester dans les carrés habituels. Il ne faut surtout pas continuer de réfléchir comme on avait l'habitude de réfléchir. L'innovation, c'est faire des choses autrement. Faire des choses autrement. Et avec la crise que nous traversons, on ne peut pas continuer à faire les choses de la même manière. Si vous voulez chercher de l'argent pour démarrer une nouvelle activité, il faut carrément oublier la manière dont on avait l'habitude de le faire. Sinon, c'est perdu d'avance. Mais le problème aussi, c'est que... il semble, hein, vous êtes chef d'entreprise, j'ai l'impression que vous êtes un peu seul, hein, vous êtes livré à vous-même, il n'y a pas cet accompagnement. Aujourd'hui, il y a des difficultés, il faut se reconvertir. C'est comme si finalement personne n'est préparé à ça. Comment on réfléchit, comment on trouve les opportunités, comment j'arrive à faire si c'est que je ne peux pas trouver de l'argent. Les palliatifs, tout ça, personne n'est préparé finalement. Oui, effectivement, personne n'est préparé à ça parce que, en général, bon, je me dis que certainement que les gens ne se sont pas toujours projetés dans l'avenir. Genre, dans le passé, les gens ne se sont pas toujours projetés dans l'avenir. Les gens n'ont pas toujours imaginé que des crises majeures peuvent arriver. Donc, chacun était dans son cercle de confiance, dans son carré de confiance. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Si vous n'avez pas appris à réfléchir comme ça, c'est difficile tout de suite de commencer, de réussir. Moi, c'est une anecdote. Je pense que ça fait déjà une dizaine d'années que chez moi, à l'église, mon pasteur dit « c'est-à-dire ajouter des choses à ce que vous faites. Ça fait une dizaine d'années qu'il nous martèle cela. Ne restez pas dans les mêmes secteurs d'activité. Ajoutez des activités à celles que vous faites déjà. Ouais? Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est comme quand vous demandez à un enfant de commencer à marcher, les premiers pas, ils tombent. Alors que le problème qu'il y a, c'est que nous sommes en crise. En crise, ça pardonne moins. Les échecs pardonnent moins en crise. Au moins, quand on n'est pas en crise, bon, quand vous échouez, vous pouvez vous retourner et tout. Mais quand on est en crise, c'est compliqué de trouver des ressources financières. Le peu que vous trouvez, c'est difficile. Donc, ce que je suggère aux gens, c'est quand même peut-être de s'accompagner de coachs, d'entreprises
qui sont dans le domaine, de personnes qui sont dans le domaine, qui ont l'expérience là, etc. Et puis de chercher aussi, il y a beaucoup de documents, de documentation sur Internet. Et beaucoup de prudence, il faut en cette période-là. Il faut être encore plus prudent, il faut vérifier les choses vraiment par 2-3 fois avant de se lancer. Parce que rien n'est plus comme avant. Rien n'est plus comme avant. Les paradigmes sont en train de changer. Et on ne peut plus faire du business aujourd'hui comme on faisait du business il y a 6 mois, quoi. Voilà. Mais est-ce que vous avez les mêmes structures d'accompagnement, hein, c'est-à-dire ces structures qui accompagnaient peut-être les primo-créateurs d'entreprises ou déjà les entreprises installées qui avaient un certain nombre d'années d'expérience? Il y avait des structures de financement étatique qui les accompagnaient. Elles continuent d'être opérationnelles. Elles proposent du nouveau adapté au contexte? Oui, ces structures sont toujours opérationnelles. Aujourd'hui, on a la NPGF qui est toujours opérationnelle, on a le FAEJ qui est toujours opérationnel, on a le FNFI qui est toujours opérationnel, on a le MIFA qui est toujours opérationnel. Et est-ce que ça ne reste pas le classique? Ils sont toujours sur le classique, on a du changement là. Bon, disons que oui, ça reste un peu de classique. Maintenant, il y a le FAEJ et puis le FNFI qui ont sorti quand même des produits adaptés à la crise. Pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir se refaire une santé financière. Donc, on a le FAEJ, par exemple, qui propose des produits, des crédits de 12 mois qui n'ont pas de plafond. Donc, en fonction des besoins de votre entreprise, il propose des crédits de 12 mois pour pouvoir permettre aux entreprises de s'en sortir dans cette période de Covid. Et nous avons le FNFI aussi qui propose des crédits aussi, où là, il y a un plafond maximum 10 millions. Et le montant du crédit qu'on vous accorde est au plus 50% du chiffre d'affaires que vous avez réalisé au cours de l'année écoulée. Maintenant, ces dispositifs-là, ou disons que ces 2 produits dont je viens de parler, c'est encore une fois pour des entreprises qui sont formelles. Et vous n'êtes pas une entreprise formelle, vous n'avez pas pu déposer un bilan l'année dernière, vous ne pouvez pas démontrer votre chiffre d'affaires, donc ça reste compliqué. Voilà. Donc, mais il y a des nouveaux produits qui ont été quand même sortis afin de pouvoir faciliter un peu la tâche. Mais la question ce que moi je dis en général aux entrepreneurs, après avoir évoqué ces dispositifs-là, c'est qu'il faut quand même faire attention. Il ne faut pas prendre du crédit pour prendre du crédit. Il faut savoir qu'un crédit, ça se rembourse. Et il faut regarder quel est l'état de mon entreprise. Est-ce qu'avant la crise, mon entreprise était rentable? Si mon entreprise était rentable avant la crise, c'est qu'après la crise, elle pourra être rentable, elle pourra redevenir rentable. Dans ce cas, je peux prendre un crédit pour me permettre de traverser la crise et d'arriver à une période où, la crise est passée et je peux devenir rentable pour payer le crédit. Mais si mon entreprise n'était pas rentable avant la crise et que je prends encore un crédit, c'est que je suis en train de m'enfoncer encore plus. Et parce que justement, les chiffres d'affaires ont baissé et tout, et la situation est compliquée pour tout le monde. Donc, il ne faut pas prendre un crédit pour prendre un crédit, mais il faut faire de très bonnes analyses. S'il faut prendre un crédit, il faut prendre juste ce qu'il faut. Et il faut s'assurer que nous avons les moyens de payer, de rembourser ce crédit-là. Et franchement, ce n'est pas la peine de prendre un crédit aujourd'hui pour faire des investissements si votre entreprise n'est pas florissante aujourd'hui. Si vous n'avez pas une demande qui est forte aujourd'hui, ça ne sert à rien de prendre un crédit pour aller faire un investissement. Voilà. C'est mieux de prendre un crédit pour produire, pour transformer. Vous savez que, ce crédit, je l'ai pris, j'ai produit, par exemple, du Tanko Timati. C'est là. Si je ne vends pas, la banque peut venir voir que le produit, quand même, est là. Mais quand je prends un crédit actuellement, que je vais acheter une machine, alors qu'on est dans une période de crise, ça complique la vie. Et c'est pour ça que pour ces 2 dispositifs-là, ils ne prennent pas des entreprises qui sont en train de démarrer. Ils prennent des entreprises qui existaient déjà et qui ont fait un certain nombre de preuves. Donc, chacun doit étudier sa situation pour savoir la solution la mieux appropriée. Exactement, chacun doit étudier sa situation pour ne pas se créer plus de problèmes qu'avant. Voilà. Est-ce que vous, chef d'entreprise, ça je veux maintenant étendre le débat plus au niveau étatique, national, est-ce que vous ne vous sentez pas dans une sorte de désert? Je m'explique. Quand on regarde du côté du gouvernement togolais, je veux dire, on a une absence de plan de relance. Il n'y a rien qui est proposé aujourd'hui. Comment vous vivez cette situation? Effectivement, le gouvernement n'a pas communiqué sur un éventuel plan de relance. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, ce que je fais, c'est que je travaille dans mon microcosme pour m'assurer que je relance mes activités, que je relance mon entreprise. Je pense qu'il faut qu'on
c'est vrai que le gouvernement doit faire un certain nombre de choses, mais il faut qu'on sorte aussi de la mentalité selon laquelle il faut tout attendre du gouvernement. C'est vrai que c'est le gouvernement qui met en place les conditions pour que nous faisions de bonnes affaires. Mais après tout, je n'ai pas demandé la permission au gouvernement avant de créer mon entreprise. Je me suis levé un beau matin, j'ai dit je vais créer telle entreprise. Donc quand il y a des problèmes, je fais face d'abord. Maintenant, quand le gouvernement vient en appui, je dis merci pour cet appui-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que je regarde mes activités, j'analyse, je dis comment je fais pour que, malgré la crise, je puisse m'en sortir, comment je fais pour créer de nouvelles choses, etc., etc. J'attends pas forcément le plan de relance du gouvernement. Maintenant, j'incite le gouvernement à faire effectivement un plan de relance, à relancer la consommation dans le pays, etc., etc., malgré que je sache que c'est difficile pour le gouvernement aussi. Est-ce que vous vous dites... ce qu'on a vécu, le pire est derrière ou il est encore à venir? Non, je ne dirais pas que le pire est derrière. Je ne dirais pas que le pire est derrière. Quand on regarde les chiffres de la pandémie au Togo, c'est en constante évolution. Oui. C'est en constante évolution. Vous analysez de mars jusqu'à ce jour. Je pense que c'est au cours du mois de juin seulement que les chiffres ont baissé un peu. Et puis après, c'est reparti à la hausse. Donc pour moi, je ne pense pas que le pire soit derrière. Aujourd'hui, quand vous faites un tour dans les cimetières, vous voyez comment les gens sont nombreux là-bas. Les gens continuent à organiser des mariages avec des fêtes. Les gens continuent à organiser des funérailles avec des nombres pas possibles de personnes. Et quand on regarde tout ça, on se demande, mais est-ce qu'on est conscient au Togo qu'il y a une situation comme ça? Donc pour moi, je ne dirais pas que le pire est derrière. Tant que nous n'allons pas prendre conscience qu'il faut respecter les mesures barrières, qu'il ne faut pas être plus de 15 comme le gouvernement l'a dit, ainsi de suite, je ne dirais pas que le pire est derrière. Et c'est sûr que cette crise va continuer jusqu'en 2021 au moins jusqu'en 2021. On n'a pas trouvé encore de vaccin, on n'a rien trouvé. Et jusqu'en 2021, par exemple, en tout cas une crise sanitaire de longue durée, elle va drainer tout son corollaire économique avec elle? Bien entendu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été licenciés sec, tout court. Ces gens-là, ils n'ont peut-être pas encore retrouvé du boulot. Il y a des gens qui ont perdu leurs activités économiques. Il y a des gens qui ont perdu du revenu. Genre, leurs revenus ont baissé parce que les clients ne viennent plus acheter comme avant. Donc, c'est clair que jusqu'en 2021 ou jusqu'à ce que la crise ne finisse, on va toujours drainer ce corollaire-là, ces conséquences économiques, sociales. Maintenant, comment le gouvernement va faire pour disons, atténuer ces conséquences négatives-là? That is the question. Oui, justement, puisqu'on parle ici des opportunités à saisir et vous avez donné beaucoup d'explications. Lorsque maintenant, par exemple, une entreprise se dit « je me reconvertis, je me lance dans autre chose, je vais essayer d'avoir du financement pour... on connaît aussi... Nos institutions financières, dès que vous prenez le crédit, le mois qui suit, vous commencez pas à payer, alors que la relance n'est pas pour maintenant. Bon, déjà, je voudrais corriger un petit truc. Dès que vous prenez le crédit, vous commencez pas à payer. Ce n'est pas toujours comme ça. Ça dépend de comment vous avez négocié, ça dépend de ce que vous avez mis dans votre plan d'affaires. Moi, je pense que j'ai pris des crédits où j'ai eu 6 mois de différé. Donc, ça dépend vraiment de comment vous avez monté votre dossier. Maintenant, effectivement, je le disais déjà ce matin à l'un de vos confrères sur une radio, que justement, les dispositifs de soutien Covid devraient tenir compte de ça. Pour moi, aujourd'hui, si on me dit qu'on me fait un crédit Covid, en principe, dans le meilleur des cas, je dois commencer à payer quand la crise est finie. Oui. Dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, on étudie mon chiffre d'affaires au cours des 6 derniers mois et je paye peut-être 10% ou 20% du taux normal que je devrais payer maintenant jusqu'à ce que la crise ne finisse. Parce que quel qu'en soit les cas, et c'est ça aussi pour moi la difficulté, quel qu'en soit les cas, la crise est toujours là. Le chiffre d'affaires est toujours en berne. Donc quand vous prenez un crédit, c'est pour ça que je dis analysez bien, il faut bien analyser avant de prendre le crédit. Parce que quand on prend un crédit, sachant que le crédit ne vient pas vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas de produit que les gens demandent, là c'est autre chose. Voilà. Mais si la crise vous a impacté, vous imaginez un hôtel qui va chercher un crédit, il va faire quoi avec ce crédit-là? Vous imaginez un restaurant, peut-être que le restaurant est fermé, il va chercher un crédit, qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc si le crédit ne vient pas vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, c'est pas la peine à mon sens de le prendre. Sauf si votre entreprise a démontré de par le passé qu'elle gagnait énormément d'argent
énormément d'argent. Vos bilans sont là pour le démontrer et tout. Et que maintenant, vous n'arrivez plus à fonctionner. Vous pouvez prendre un crédit pour couvrir, par exemple, vos besoins de fonctionnement sur 1 an ou sur 2 ans. Parce que vous vous dites que dès que la crise va passer et que vous allez relancer vos activités, en 1 an, vous pouvez rembourser ce crédit. Là, je peux comprendre qu'on prenne un crédit et puis on se dit, ce crédit, c'est pour payer le loyer, c'est pour payer les charges, c'est pour payer les salariés, en attendant que la crise ne finisse, parce qu'on est sûr à 100% que quand la crise va finir, on va reprendre. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez les entreprises de boissons, quelle que soit la durée de la crise, le jour où la crise finit, les gens qui vendent de la boisson, ils vont recommencer à vendre de la boisson. Donc, si je suis une entreprise de boisson qui est bien connue, je peux me lever et puis aller à la banque, je dis, j'ai besoin de 50 milliards pour couvrir 2 ans de crise. La banque, même qui a mon compte chez elle, sait que les bilans que j'ai déposés au cours des 5 dernières années, mon bénéfice par an, c'était 10 milliards. La banque va me donner ces sous-là. Mais quand il n'y a rien derrière qui sécurise, qui protège, à quoi ça sert de prendre un crédit si c'est pour mettre dans un trou quand votre entreprise n'est pas encore rentable? Maintenant, au niveau des banques, on connaît aussi leur légendaire frilosité à donner du crédit. Oui. Elles doivent avoir des offres adaptées à la situation, être vraiment plus coopératives. Aujourd'hui, les banques doivent en principe analyser au cas par cas en fonction des demandes qui viennent. Comme je le dis, s'il y a une demande qui vient et qui provient d'une entreprise qui historiquement a été rentable et qui a des problèmes au vu de la crise, une banque ou sa banque doit pouvoir l'accompagner sans problème. Mais quand il y a une entreprise qui vient ou une demande qui vient d'une entreprise qui se crée aujourd'hui, la banque va regarder par 2-3 fois avant de financer. Donc maintenant, au sujet des banques, il y a une mesure simple qui a été édictée par la BCEAO. La BCEAO a demandé aux banques d'accorder des reports d'échéance, je pense de 2 fois 3 mois, sans intérêt aux entreprises. En supposant que, OK, 2 fois 3 mois, 6 mois, la crise sera passée. On verra si la crise n'est pas finie dans les 6 mois, on verra si la BCEAO demandera aux banques de renouveler encore ces reports d'échéance. Mais la position des banques n'est pas non plus simple. Et on sait qu'elles étaient frileuses avant, ça va être pire maintenant. Ismaël Tanko, merci d'être passé, répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes chef d'entreprise, promoteur de Tanko Timati. Voilà, pour l'invité, on va passer à la pause, le journal et puis regard croisé.